L'autisme a-t-il un genre? Donc, titre volontairement un peu polémique ou du moins fausse question parce que la réponse, je vous l'annonce tout de suite, l'autisme n'a pas de genre, comme plusieurs phénomènes sociaux. Euh, donc, avant de commencer, on va peut-être poser quelques repères et puis je vais vous expliquer dans quoi la réflexion d'aujourd'hui s'inscrit. Donc ici, hein, on est au croisement de deux univers d'expertise, donc l'autisme et la question du genre. Et donc, c'est au croisement de ces deux univers-là que ma présentation va se situer aujourd'hui. Donc, deux très courtes définitions parce que je sais qu'on ne part peut-être pas tous et toutes du même pied. Donc, le trouble du spectre de l'autisme, c'est un diagnostic. Donc, le diagnostic de TSA, c'est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par des différences au niveau de la communication, de l'interaction, des intérêts et de la pensée. Une des définitions biomédicales classiques d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a différentes manières pour les personnes concernées de s'identifier. On va y revenir. Et donc, ici, deux choses premièrement autour de ça. Dans cette présentation, quand je vais parler de TSA, c'est pour désigner la catégorie diagnostique, mais quand on parle d'autisme tout court, c'est pour désigner l'ensemble des discours, pratiques, représentations qui constituent un peu aujourd'hui le phénomène social de l'autisme. Il y a aussi différentes manières de parler des personnes concernées. Donc, je vous encourage à demander aux gens et aux groupes avec qui vous travaillez comment ils et elles voient la chose. Pour ce qui est de notre démarche, ici, on va utiliser ce qu'on appelle la dénomination personne d'abord. Donc, on va parler de personnes autistes. C'est un consensus qui se dégage de mon réseau à moi, là, des personnes avec qui je travaille. On va aussi parler de neurodiversité pour désigner l'ensemble des variations cognitives et neurologiques qui existent dans la diversité humaine. Et donc, souvent, le vocabulaire qui s'est dégagé suite au mouvement de la neurodiversité, on va parler de personnes neuroatypiques et de personnes neurotypiques pour désigner le plus souvent les personnes autistes et non autistes, mais ça peut aussi concerner d'autres variations neurologiques, comme par exemple le TDAH. On va aussi parfois parler de personnes neurodiverses ou neurodivergentes, un peu plus souvent dans le monde anglo-saxon. Donc, je sais qu'il y en a aujourd'hui qui connaissent très bien cet univers-là. Il y en a d'autres qui le connaissent moins. Donc, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin là, dans les spécificités du TSA aujourd'hui. Mais donc, voilà pour un petit mot sur l'autisme. Deuxième univers dont on va parler aujourd'hui, c'est la question du genre au sens large, donc incluant la diversité sexuelle et pluralité des genres, qui désigne l'ensemble des variations comportementales et identitaires liées à l'identité de genre et l'orientation sexuelle. C'est une définition là, de Lynn Chamberlain qui fait un peu école, même si elle a été produite en 2009. Et donc, une autre manière de désigner cet univers-là, c'est aussi parler des communautés 2S LGBTQIA. On entend plus souvent là, LGBTQ. Donc, justement, l'ensemble de ces variations comportementales et identitaires. Ici, on va parler de cet univers-là de manière large et peut-être un peu plus, de manière plus accentuée autour de la pluralité des genres. Donc, justement, je sais qu'il y a des gens des deux univers d'expertise, peut-être qu'il y a des gens d'aucun univers d'expertise, donc je vais vraiment faire mon mieux pour croiser ces deux réalités-là, telles que ça ressort de mes recherches, en sachant que, bon, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes connaissances de base. On aura une bonne période de questions à la fin, là, si jamais il y a des éclaircissements dont vous avez besoin. Mais juste garder en tête qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui d'entrer dans les spécificités de chacun de ces univers-là. C'est vraiment l'idée de croiser la question du genre au sens large et celle de l'autisme au sens large. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai eu des demandes pour parler de mes recherches de manière plus large. Si vous êtes à la recherche de recommandations pratiques ou cliniques plus concrètes, je prépare une autre conférence plus axée sur certaines recommandations qui sont ressorties d'une revue de littérature que j'ai faite récemment. Donc, vérifiez l'infolette du CREMIS pour l'hiver 2023.
Donc, quelques constats de base à l'origine du questionnement que je vais vous présenter aujourd'hui. La catégorie diagnostique de troubles du spectre de l'autisme possède une assez longue histoire depuis environ les années 20 du 20e siècle, n'est-ce pas? Et qui est caractérisée par sa constitution sur des cas majoritairement masculins. Donc, au départ, on observait de petits garçons. Et donc, des pratiques diagnostiques se sont développées autour de plusieurs cas masculins et qui ensuite ont été influencés par ce que j'appelle le mythe du cerveau masculin extrême. Donc, il s'agit d'une réelle théorie, là, même si elle peut sembler loufoque aujourd'hui, qui a encore cours aujourd'hui, donc une théorie, entre autres, de Simon Baron-Cohen, qui propose que l'autisme serait une forme de cerveau masculin extrême. Donc, pour le dire très, très rapidement, des manières de faire et de penser qui seraient davantage axées sur la systématisation que sur l'empathie. Donc, on peut voir déjà l'opposition là, un peu problématique qu'il y a à genrer des opérations de pensée comme ça et ensuite à tirer comme conclusion que certains cerveaux seraient masculins et en plus seraient masculins extrêmes. Donc, on a étudié en détail toute cette constitution historique-là, entre autres, dans le rapport que je vais déposer bientôt avec mes collègues, dont je vous donnerai la référence à la fin de la présentation. Ça, bien sûr, ça a engendré un cercle vicieux des pratiques diagnostiques. Donc, on élabore un diagnostic sur des cas masculins. On continue de suivre cette idée de cerveau masculin extrême et de recherche sur les différences entre les sexes en autisme. Et la majorité de la recherche continue de se faire souvent sur des cas masculins. Mais, chose intéressante, nous n'avons trouvé qu'un article qui porte précisément sur les liens entre l'autisme et la masculinité. Donc, c'est le cas de dire que le masculin est un genre invisible. Hein? On parle par défaut souvent de cas masculins quand on parle de l'autisme, mais on ne s'intéresse jamais spécifiquement à la catégorie socio-sexuelle de la masculinité. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Donc, les dernières années, on voit apparaître l'idée... Non, c'est pas vrai, excusez-moi, je reviens en arrière, je n'ai pas terminé. Donc, on est ici un peu à l'envers dans le monde du handicap et du genre, parce que souvent, quand en sciences sociales, on s'intéresse à la question du handicap croisée avec celle du genre, ça va être, il va être question de handicap physique et du genre féminin. Donc, il va y avoir beaucoup d'études sur le fait que, par exemple, les femmes en situation de handicap vont se retrouver dans une double contrainte où leur situation ne va pas plaire au script de la féminité, donc être en situation de handicap va procéder de certaines normes qui ne sont pas considérées comme collant la féminité, mais en même temps, le handicap exacerbe certaines caractéristiques qu'on accole à la féminité, donc notamment la passivité, la dépendance. Et donc là, on se retrouve un peu avec un raisonnement inverse par rapport à la littérature qui existe. On se retrouve avec un handicap qui n'est pas seulement physique, hein, qui est aussi neurologique, qui est aussi dans d'autres dimensions de la personne, et qui se retrouverait à être une exacerbation des caractéristiques masculines. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu, là, on se retrouve un peu à l'envers par rapport à la littérature qui existe sur les rapports entre le genre et le handicap. Qu'est-ce que ça fait tout ça, là, rapidement? C'est que jusqu'à récemment, les ratios diagnostiques entre les sexes, on diagnostiquait 8 hommes pour une femme autiste. Et donc, quand on a essayé de dépasser l'idée qu'il y avait peut-être pas davantage de garçons et d'hommes autistes, mais que peut-être nos outils diagnostiques n'étaient pas bien calibrés pour détecter les cas féminins, on a émis l'hypothèse en recherche qu'il y avait une présentation clinique différente de l'autisme au féminin. Et donc, les dernières années là, ont vu naître un nombre de plus en plus grand de publications de recherche qui portent sur l'autisme chez les filles et les femmes. C'est parfois difficile de départager les critères diagnostiques et les normes genrées.
par exemple, on remarquerait que les hommes autistes posséderaient souvent des intérêts restreints ou des passions qui entourent les sciences, l'ingénierie ou les collections. Et puis, pour les femmes autistes, on va dire qu'elles seraient davantage tournées du côté des langues, des animaux, des univers fantastiques. Donc, ceci dit, il y a des outils diagnostiques et des démarches diagnostiques très, très bien faites pour détecter certaines différences dans les profils selon la socialisation de genre. Mais parfois, on lit ce matériel-là et il est très, très difficile de départager les critères diagnostiques des prescriptions de genre. Au-delà de ces différences possibles-là, c'est le cadrage initial de la question de la différence entre les sexes qui peut poser problème et qui construit une lecture du monde qui ne souligne jamais notamment les similarités entre les sexes, car il y en a. On ne va pas se le cacher, là, dans tout phénomène social, il y a aussi des similarités entre les sexes et les genres. Et donc, conséquence de la constitution de ce profil féminin-là, la femme autiste ne va ni répondre aux normes du diagnostic traditionnel, ni aux normes de la féminité. Donc, il va y avoir tout l'imaginaire du garçon manqué, parce que bien sûr, si l'autisme est une forme de cerveau masculin extrême, comment peut-on être féminine dans ces expressions? Et donc, la femme autiste devient inévitablement la forme atypique d'une condition atypique. Donc, le fait d'être autiste, on va décrire ça comme une condition neuroatypique, mais puis là, la femme, c'est une forme atypique de cette condition-là. Comme vous pouvez vous imaginer, la diversité sexuelle et la pluralité des genres ne trouvent que peu d'espace pour se signifier et exister dans une telle partition entre les sexes. Et je vous ai mis ici une petite note d'un phénomène qu'on a observé quand on a interviewé des personnes autistes à propos du genre. Il y a des participants autistes masculins, donc assignés hommes à la naissance, et qui vivent selon une identité de genre masculine, qui nous ont dit s'identifier davantage au profil autiste féminin. Donc là, qu'est-ce qu'on peut alors penser du genre, mais aussi de l'autisme, quand on fait l'expérience atypique, donc se reconnaître comme homme dans un profil féminin, d'une catégorie elle-même atypique, l'autisme au féminin. Donc, vous voyez que c'est très, très facile de rapidement déconstruire ces croisements-là et de reconnaître qu'une partition rigide entre les sexes a reconduit des catégories, somme toute, binaires d'appréhension des expériences. Troisième constat, il y a un ensemble de recherches qui semblent observer un lien de plus en plus fort entre l'autisme et la diversité sexuelle et pluralité des genres. L'orientation sexuelle serait plus flexible aussi chez les personnes autistes. Donc, un ensemble de recherches qui notent qu'un rapport atypique au genre qui qualifierait souvent les expériences et les expressions de genre des personnes autistes. Il y a vraiment plusieurs hypothèses autour de ça, mais la méthodologie des études, entre autres, certaines pratiques diagnostiques, les rapports sociaux. Je vous renvoie encore au rapport dont je vous donnerai la référence en fin de présentation. Et il y a plusieurs recommandations aussi et meilleures pratiques qui existent autour de ce croisement-là. Donc, des personnes qui sont à la fois touchées par, pas touchées, mais qui vivent sur le spectre de la neurodiversité et celui de l'autisme. J'ai appelé ça résultat, mais comme je vous ai dit, c'est davantage des réflexions que je partage avec vous aujourd'hui qui sont à cheval sur 3 projets. Donc, premièrement, Univers des représentations de l'autisme, un projet qui est terminé, que j'ai conduit avec Guillaume Ouellette et Chloé Dauphinet, dans lequel nous nous sommes entretenus avec des personnes concernées, leur entourage et des intervenants. Donc, les entretiens semi-directifs portaient vraiment sur une foule de choses, sur les représentations de l'autisme en général, mais la question du genre c'est vraiment imposée là, dans les entretiens. Deuxième projet qui donne un peu l'impulsion à la présentation d'aujourd'hui, c'est une recension des écrits qu'on a déposés, justement autour du croisement entre autisme et diversité sexuelle, pluralité des genres. Donc, encore une fois, je veux donner le crédit à tous mes collègues. Là. Donc, c'est une recherche avec Marie-Hélène Poulain, auquel ont participé aussi très activement Caroline Parenteau-Labarre et Raphaël Letourneau. Et finalement, un projet que je débute ces temps-ci sur l'idée de diversité,
donc où on s'entretient avec différentes personnes qui s'auto-identifient comme différents spectres de la diversité, donc neurodiversité, diversité corporelle et diversité sexuelle, pluralité des genres, avec mes collègues Guillaume Ouellette et Pierre Parizeau-Legault. Pour résumer peut-être, donc ici je reprends les mêmes 3 projets pour résumer les quelques conclusions ou hypothèses qui sont ressorties de ces projets-là. Premièrement, dans ce projet sur l'univers des représentations de l'autisme, ce qu'on a pu remarquer chez les participants avec lesquels on s'est entretenu, c'est que les personnes autistes sont souvent décrites comme imperméables au social, donc c'est vraiment une expérience ressentie. Et donc, comme on se sent imperméable au social, on se sent imperméable au genre, comme le genre est une construction sociale. C'est un peu le raisonnement qui ressortait des entrevues. Souvent, on va expliquer certains signes d'atypie au niveau du genre qu'on a ressenti pendant l'enfance comme des précurseurs du diagnostic à venir. Donc, certaines personnes autistes qui nous disaient « Ah, moi, comme petite fille, j'étais seulement intéressée par les camions, j'étais déjà différente et donc plus tard, j'ai su que c'était probablement lié à mon trouble du spectre de l'autisme. » Donc, il y a ces explications-là là, qui étaient très présentes dans les récits. Et donc, on décrit son rapport au genre et à la société comme une intersection d'expériences dissonantes. Donc, c'est pour ça ici que j'écris, il y a vraiment une imbrication du vécu de l'autisme et de celui du genre. Et donc, tout ça, c'est appréhendé comme la même expérience, mais une double atypie qu'on va expliquer comme une imperméabilité au social. J'ai marqué exemple du travestissement parce que ce qui est intéressant, c'est que dans une entrevue, il y a une personne qui nous disait que pour elle, s'habiller en personne normale, en personne neurotypique, c'était aussi la même chose que performer les codes de féminité. Donc, elle disait que, par exemple, pour se rendre au travail, elle se travestissait en femme neurotypique. Donc, je trouvais intéressant que ce soit ce mot-là qui a été choisi par elle pour nous dire qu'il y avait un double déguisement, là, si on veut, qui était désigné dans son expérience à elle. Donc, on peut retenir de ce premier projet de recherche-là l'imbrication très, très intime du vécu de l'autisme et de celui du genre. Deuxième projet, donc une recension des écrits autour du croisement entre autisme et diversité sexuelle, pluralité des genres. On se rend compte qu'il y a une intersection vraiment spécifique et importante entre autisme et diversité sexuelle, pluralité des genres, dont l'expérience et les pratiques diagnostiques nous révèlent certains biais androcentriques et des implicites neurotypiques. Ce que je veux dire par là, c'est que les outils d'évaluation du genre sont construits sur des normes neurotypiques. Et certains outils d'évaluation du trouble du spectre de l'autisme sont encore malheureusement construits sur des normes hétéronormatives et cisnormatives. Donc, ce qu'on se rend compte aussi dans la littérature et dans les expériences rapportées par les personnes concernées, c'est qu'il y a une co-décrédibilisation des deux identités qui peut se produire lors de l'intervention ou des soins de santé et services sociaux. Donc, on va dire, tu n'es pas vraiment trans, c'est parce que tu es autiste et tu ne comprends pas bien le genre. Ou inversement, on va dire, tu n'es pas vraiment autiste, c'est parce que tu es trans, tu vis de l'anxiété sociale, puis là, ça a été interprété comme des signes de TSA. Donc, vous voyez un peu ici comment cette double identité est vraiment difficile à vivre pour les personnes parce qu'elle est difficilement reçue là, dans différents lieux de la société. Quoi dire d'autre? Voilà. Une des grandes, une hypothèse, c'est sûr, qui plaît davantage aux sociologues et aux gens qui s'intéressent aux rapports sociaux, c'est l'idée qu'on a tous un rapport différent aux normes sociales et que probablement, à la fois les personnes qui vont de l'avant avec une affirmation de leur identité de genre et les personnes qui se situent dans la neurodiversité ou le trouble du spectre de l'autisme entretiennent un certain rapport aux normes sociales, que ce soit dans la réception de ces normes-là, dans l'adhésion et puis ensuite dans la performance de ces normes-là. Donc ça, je pense que c'est des pistes qui peuvent être intéressantes là, pour la suite, mais appliquées à toutes sortes d'objets.
Finalement, troisième projet que je voulais mettre sur la table pour vous montrer un peu là, dans quoi on est, c'est ce nouveau projet sur les spectres de la diversité qui part notamment du constat de base de la variabilité de fait des expériences. Donc, les comportements et les manières d'être au sein des collectivités seraient beaucoup plus variables que ce qu'on pense. Et donc, par exemple, 2 études à la base de ça qui nous ont montré que nous étions tous beaucoup plus sur différents spectres que nous le pensions. D'abord, le rapport Kinsey, là, le rapport classique dans les années 50 qui est sorti aux États-Unis sur la vie sexuelle et intime des Américains, qui nous a montré que ce qui se passait dans la chambre à coucher des Américains était beaucoup plus hors norme que se rapprochant de comportements qu'on pouvait imaginer. Donc, ça nous a un peu révélé justement cette variabilité de fait chez tous les individus. Même chose pour une recherche à Cornell dans les années 60, fin des années 60 sur la santé mentale, où on apprenait que chez la population new-yorkaise, il y avait à peu près 80% des gens qui montraient des signes de mauvaise santé mentale ou de troubles de santé mentale. Donc, si on pense à la norme comme une moyenne, qu'est-ce que c'est la santé mentale si 80% des gens ne sont pas en bonne santé mentale? Donc, c'est un peu ce constat-là de mon projet sur la diversité, de dire la variabilité de fait des expériences est beaucoup plus importante que ce qu'on veut se l'avouer. Et donc, comment élargir la réflexion sur la différence, la divergence des normes, pour voir de quoi on parle réellement, au lieu de toujours entretenir des catégories rigides entre, par exemple, le normal, le pathologique, le conforme, le déviant, etc. Donc, quelques enjeux qui découlent de ces réflexions-là pour arriver finalement là, à certaines représentations plus visuelles que je vous propose pour appréhender à la fois le genre, l'autisme et l'idée de spectre là, dans la diversité humaine. Si on se concentre sur justement le croisement entre le genre et l'autisme, ce qu'on remarque, c'est que l'établissement de profils d'autisme selon les sexes, ça a contribué à certains égards à un meilleur repérage chez les femmes. Donc, comme je vous dis, il y a des outils très, très bien faits. Mais on se retrouve quand même avec le problème que ça classe les expériences individuelles selon une double contrainte qui ne correspond pas aux réalités plurielles de l'identité de genre. Notamment, jusqu'à tout récemment, il y avait un peu l'impossibilité théorique de se dire femme trans autiste, parce que si on est né comme, si on a été assigné homme à la naissance et qu'on est autiste, on est supposé d'avoir un cerveau masculin extrême. Donc, pourquoi notre identité de genre serait féminine? Vous voyez un peu l'impossibilité. Même chose avec les hommes qui disent se reconnaître dans le profil féminin, c'est peut-être un échec de cette division-là entre sexes. Et donc, là, on continue de parler en termes binaires, donc masculin et féminin qui s'excluent, mais on pense aussi à toute la réalité des personnes qui se disent non-binaires, bigenres ou agenres. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes autistes là, qui nous disent se sentir agenres, donc avec aucun genre ou ne pas se reconnaître dans cette catégorisation-là. Eh bien, on peut penser qu'il y a quand même un grand travail d'adaptation des outils à faire dans différents domaines, mais entre autres dans le domaine de l'autisme. Ça nous amène, si on croise là encore les résultats de ces 3 projets-là, à la grande variabilité des caractéristiques et des expériences. D'abord, à l'intérieur d'une même catégorie de sexe, donc ça fait longtemps que les études féministes ont critiqué cette mauvaise science des différences entre sexes pour nous rappeler qu'il y a beaucoup de différences à l'intérieur d'une même catégorie de sexe-genre et qu'il y a aussi beaucoup de similarités entre les genres. Bien sûr, il y a une socialisation différentielle, différente selon les genres qu'il faut toujours garder en tête, mais à la force de toujours à la force de toujours se concentrer à établir des profils différents selon les sexes, on perd un peu des caractéristiques communes ou transversales des expériences.
Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je vous demanderais peut-être de le fermer parce que je ne m'entends pas. Merci beaucoup. Ensuite, on observe aussi une grande variabilité des caractéristiques parmi les personnes neuroatypiques, donc autistes elles-mêmes, et parmi les personnes neurotypiques. Il y a même certains tests qui montrent davantage de différences comme réponse au test entre les personnes autistes elles-mêmes que de différences entre les personnes autistes et non autistes. Donc, encore une fois, ce n'est pas de dire que le diagnostic, la condition ou l'identité d'autisme n'existe pas. Pas du tout, mais c'est de se rappeler qu'il n'y a pas de test infaillible, que les catégories rigides ne réussissent pas souvent à représenter l'ensemble des expériences et qu'il ne faut pas non plus sous-estimer les caractéristiques transversales afin de mieux raffiner nos pratiques. Finalement, une hypothèse sur laquelle je me lance, notamment avec ce dernier projet sur la diversité, il y a cette hypothèse que les expériences et les variations de genre non conformes seraient simplement davantage tolérées ou supprimées par les personnes neurotypiques. Donc, on revient au précédent argument du rapport différent aux normes sociales, aux manières de se les représenter, d'y adhérer, de les performer, et qu'on est peut-être beaucoup plus d'individus qu'on ne le pense à ne pas adhérer à 100% à notre identité de genre assignée à la naissance ou même aux normes d'interaction. Et donc, on est ici devant une nécessité de recadrer certaines problématiques, certaines catégories. Moi, je pense qu'il faut aussi explorer, par exemple, l'expérience, qu'est-ce que c'est être une personne cisgenre, qu'est-ce que c'est être neurotypique, pour mieux comprendre les différentes formes de conformisme, de socialisation, de rapport singulier au monde, et donc de renverser les perspectives, décentrer le regard pour se rappeler qu'on est tous en quelque part l'étranger de quelqu'un d'autre. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est beaucoup. Si je reprends les trois hypothèses que je vous soumets aujourd'hui à partir de mes projets, je propose qu'il y ait une nécessité d'intégrer vraiment la notion de spectre dans les pratiques afin de recadrer les catégories rigides, là, par exemple autiste, non autiste ou féminin, masculin, non-binaire, au sein de rapports sociaux plus larges. Deux représentations visuelles sur lesquelles je suis tombée en ligne et qui me semblent bien exprimer des manières d'appréhender le genre et l'autisme et qui se ressemblent, vous allez voir. Donc, premier schéma, donc je vous ai mis dans l'encadré, il y a le schéma que j'ai trouvé en ligne et je vous ai fait la traduction autour pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'anglais ou qui ne verraient pas les petites écritures. Donc, c'est l'idée que souvent, on va voir le spectre du genre comme de masculin en haut à gauche à féminin en bas à droite. Et là, ce schéma-là nous propose de superposer un autre spectre qui irait de en bas à gauche de A-genre, l'idée de ne pas s'identifier à un genre en particulier, jusqu'à en haut à droite, genderqueer, qui se traduit un peu mal, et qui représenterait l'idée de ne pas s'identifier aux distinctions de genre conventionnelles, s'identifier à aucun genre, aux deux à la fois, une combinaison de genres. Et donc là, on a une manière plus intéressante, selon moi, selon la littérature analysée, de représenter les possibilités du genre aujourd'hui, sachant aussi qu'on sait très bien en clinique du genre et en clinique du trouble du spectre de l'autisme que l'identité peut être fluide et puis peut changer dans le temps aussi. Donc, je connais des cliniciens qui ont un schéma semblable dans leur bureau et puis qui demandent à chaque rendez-vous à une personne autiste de la diversité sexuelle, pluralité des genres, comment tu te sens aujourd'hui? Donc, je ne dis pas que c'est l'outil qu'il faut utiliser ou que je le préconise, mais c'est pour vous exemplifier vers là où je pense que les pratiques vont tendre, complexifier un peu les spectres pour éviter justement de finir par reconduire des catégories finalement binaires. On va passer à l'autre schéma sur l'autisme, mais si vous voulez, dans la discussion, on pourra reprojeter les schémas s'il y a des questions. Donc, certains d'entre vous dans le milieu de l'autisme ont dû voir passer ça sur Facebook. Je trouvais que c'était intéressant. Donc, encore une fois, on a le schéma en tant que tel à gauche, puis je vous ai fait une petite traduction à droite.
Donc, l'idée que le spectre de l'autisme, ce n'est pas nécessairement être plus ou moins autiste et se situer sur un spectre comme ça, mais que ça peut concerner différentes dimensions qui n'ont pas nécessairement à voir avec le fonctionnement. Souvent, on a évalué l'autisme en termes de fonctionnement, alors que, bon, maintenant, on sait qu'on va parler davantage de niveau de besoin, mais je trouvais que ce schéma-là, encore une fois, complexifiait le spectre et tendait vers une compréhension plus nuancée, plus multidimensionnelle. Et donc, deux exemples de représentation visuelle de spectre comme je le propose. Ensuite, ça fait longtemps que j'essaie de travailler à croiser les deux, mais ça me prendrait peut-être des ingénieurs en intelligence artificielle ou en tout cas, parce qu'on se retrouverait peut-être avec 8 dimensions. Mais éventuellement, là, c'est juste pour vous montrer finalement l'étendue des possibilités de l'identité et de la manière dont ça interagit de manière dynamique. Et donc, finalement, s'il y avait un message à retenir, peut-être, c'est que l'identité de genre et la condition neurocognitive, peu importe quelle qu'elle soit, chez une même personne, ce n'est pas seulement l'addition de deux dimensions, mais c'est aussi la manière particulière avec laquelle le genre et le style cognitif vont s'exprimer de manière dynamique, interdépendante, et que donc, ce sont deux spectres qui peuvent se croiser et se croisent selon l'expérience, l'identité des personnes. Je voulais vous donner comme exemple l'identité neuroqueer. Donc, si vous allez en ligne, il y a tout un ensemble d'identités qui varient autour de ce thème que, par exemple, le fait d'être autiste ou neurodivergent et queer constitue une identité qui peut être vraiment imbriquée. Et il y a donc des personnes pour qui ces deux dimensions-là ne peuvent pas vraiment être séparées dans leur identité. Donc, vous pouvez aller voir en ligne si vous êtes curieux, curieuse. C'est très intéressant. Il y a vraiment une multiplication des mots et des identités autour de cette intersection-là. Et donc, ça, c'est peut-être un cas là, plus poussé ou spécifique, mais on peut considérer que les dimensions cognitives et de genre sont autant imbriquées, là, peu importe notre identité. Je pense que j'ai fait un peu moins de temps que prévu. Non, on va arriver à 40 minutes, donc voici quelques références si vous voulez aller plus loin. Premièrement, donc, ce rapport qui vient de sortir et qui va être publié bientôt sur le site du CREMIS, surveiller l'infolettre, donc identité de genre, sexualité, normativité et autisme, recension des écrits et enjeux pour l'intervention. Ça va plus en profondeur dans plusieurs choses que j'ai abordées aujourd'hui. Et il y a aussi toute une partie de recommandations pour la pratique. Deuxièmement, un article qui se penche vraiment plus sur les récits de personnes autistes dont je vous ai parlé, qui s'appelle « Ça reste encore mystérieux pour moi, récit expérience du genre chez les personnes autistes » qui va paraître en France en juin. Et finalement, bon, dans cette recherche que je débute avec mes collègues, les spectres de la normalité, analyse de 3 axes d'une catégorie silencieuse. On va commencer les entrevues en courant de l'hiver 2023. Et j'aimerais ça faire un transfert des connaissances assez rapide là, pour pouvoir faire des analyses en co-construction avec les publics. Ça serait tout pour moi pour l'instant. Donc, merci.